Allez, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire de la Russie. Je suis accompagné de Dimitri Guide. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est les voyages en famille. Donc, du coup, avec les enfants à Moscou et Saint-Pétersbourg. Euh, donc déjà, bonne année et surtout la santé. Est-ce que tout le monde m'entend? Donc, n'hésitez pas à écrire sur le chat comme ça pour que je puisse savoir que vous m'entendez. Super. Nickel, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour Sophie. Ok, super. Donc tout le monde m'entend, tout le monde me voit, il n'y a pas de problème y a pas de problème de ce côté. Donc si jamais vous avez un problème tout au long du webinaire, faites-le moi savoir sur la barre de chat et comme ça je vous répondrai le plus rapidement possible pour essayer de faire ça. Donc du coup, la présentation se déroulera en deux parties. Donc la première partie est une partie présentation. Donc Dimitri va vous présenter cette thématique. Et après, on passera à la partie questions-réponses. Donc voilà, pour poser vos questions, c'est toujours la même chose. Il y a au-dessus de la barre de chat, il y a un point d'interrogation. Vous cliquez dessus, vous écrivez votre question, tout simplement. Donc, je vous ai tout dit. Maintenant, je vais passer la main à Dimitri. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire et à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je m'appelle Dimitri, agence ID Guide Russie. Et effectivement, voilà, grâce à l'invitation de Together, j'ai cette possibilité de vous présenter la thématique. En fait, je ne sais pas si vous travaillez déjà avec la Russie comme destination et sur quel segment vous travaillez, mais je pense que cette information sera pratique à tout le monde. Et je vais me concentrer, il fallait que je choisisse un sujet, même si c'est pas la seule chose qu'on fait. Je vous dis deux mots sur nous et ensuite je passe au sujet. Mais mon but, si vous voulez, comme on est entre les professionnels, c'est pas apprendre comment faire, etc. Mais le but, comme nous, en tant qu'agence réceptive, nous travaillons pas mal avec les agences étrangères qui nous envoient des familles avec des enfants, des adolescents, etc. Nous avons accumulé une certaine expérience et certains points qui nous montrent quelles sont les choses à éviter, quels sont les pièges typiques dans ce type de préparation de voyage. Et en fait, c'est d'en parler un petit peu et peut-être vous mettre un peu plus dans le contexte. Qu'est-ce qui est à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour les familles? Voilà. Et bien sûr, je pense que le plus intéressant pour moi serait de répondre à vos questions parce que qu'est-ce qu'on peut faire en famille en Russie? Ça, vous allez sur le web et vous trouvez ces informations facilement. Sur notre site également. Alors, je dis deux mots, qui sommes-nous? Ça, c'est très simple. Idea Guide, moi, je suis dans le tourisme depuis 2001, quand j'ai commencé en tant que guide francophone sur les bateaux, les croisières Moscou-Saint-Pétersbourg. Et voilà, c'est vers l'année 2008 uniquement que j'ai créé Idea Guide, qui se spécialise sur des voyages individuels. Et des fois les mini-groupes, mais on fait très très rarement les grands groupes et le tourisme de masse. Donc, parmi les voyageurs individuels, il y a bien sûr les familles. C'est le sujet. Voilà. Et nous travaillons en quelques langues. Moi, personnellement, je suis francophone, mais on a aussi les guides et les membres d'équipe qui parlent espagnol, anglais et allemand. Voilà. Je passe au sujet. Euh, alors, je passe au sujet. Moscou et Saint-Pétersbourg. J'espère que quelqu'un de vous est allé déjà dans ces deux villes, mais si jamais c'est pas le cas, bon, ça sera peut-être l'occasion un jour à le faire. Donc, pourquoi Moscou et Saint-Pétersbourg? La Russie, elle est très grande. Et bien sûr, pour les familles, il y a plusieurs destinations. Mais bon, on commence d'habitude par Moscou et Saint-Pétersbourg pour les raisons que j'ai exposées ici. Tout d'abord, c'est multifacette.
Alors, la spécificité de Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est que ici, vous pouvez faire plusieurs choses. C'est pas une mono destination. Par exemple, si vous allez dans les petites villes de l'Anneau d'Or, vous allez forcément visiter les églises et les monastères. Voilà. Ça va être plutôt ça comme et les paysages de la nature à observer. Si vous allez au lac Baïkal, ça sera bien sûr séjour en nature, les randonnées, les différentes activités moitié sportive, etc. Or, Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est plusieurs choses à faire. Bien sûr, l'héritage culturel, bien sûr, les musées, les sites à découvrir, l'histoire, etc., mais aussi plein d'activités. Et en fait, c'est ce qu'il faut pour les familles, parce que les membres de la famille, ils ont différents intérêts, et nous, dans nos programmes, on essaie de les combiner, parce que c'est ça, en fait, la réussite. Après, j'ai mis une petite phrase que c'est l'Europe et l'Asie, c'est vrai, parce que Saint-Pétersbourg, c'est une ville peut-être la plus européenne en Russie. Quand les voyageurs de France ou d'autres pays arrivent à Saint-Pétersbourg, ils reconnaissent un petit peu. C'est un peu notre voilà, l'idée était de on l'appelle Venise de Nord, ça ressemble un peu, c'est inspiré un peu par l'Amsterdam, etc. Donc c'est vraiment l'architecture européenne de baroque, etc. Or Moscou, c'est une ville je dirais pas asiatique, mais c'est beaucoup, beaucoup plus authentique et plus proche des anciennes villes russes. Je parle évidemment pas de Moscou en entier parce que c'est très contemporain aussi, mais de certains éléments et quartiers de cette ville. Et alors, c'est intéressant de combiner l'Asie et l'Europe en un seul voyage. Richesse de contenu, du contenu. Ce que je voulais dire par là, c'est que on peut vraiment passer beaucoup de temps. Dans une petite ville comme Souzdal, Vladimir ou Yaroslav, vous allez passer une journée, 2 jours maximum. Mais ça sera jamais 3, 4, 5 jours. Or, Moscou et Saint-Pétersbourg, ça peut être soit concentré en 3, 4 jours, chaque ville, donc une semaine, 8 jours pour les deux, soit on peut rallonger facilement parce qu'on trouve toujours du contenu et vous aurez des exemples plus tard. Et bien sûr, les infrastructures, c'est surtout sensible pour les familles avec des enfants et surtout des bébés ou des enfants, je ne sais pas, de 3, 4, 5 ans, parce qu'on a besoin de certaines infrastructures, on a besoin des magasins où on peut acheter des choses et d'autres. C'est les différents services et c'est important parce que quand on est au lac Baïkal à 300 km de la ville la plus proche, évidemment, c'est un voyage très, très différent. Alors, je vais au vif du sujet. Question fréquente de la part des agences qui nous envoient des voyageurs. Par où commencer? Est-ce qu'on commence par Saint-Pétersbourg, après on va à Moscou ou l'inverse? Voilà, les réponses sont déjà écrites. Ça n'a pas d'importance et je ne sais même pas pourquoi cette question se pose si souvent, mais voilà, je voulais l'aborder. Pour nous, le critère principal, c'est les billets d'avion. Moscou est la meilleure correspondance avec les vols, par des vols directs avec beaucoup de villes. À Saint-Pétersbourg, il y en a moins. Donc, il faut juste voir qu'est-ce qui est le plus abordable au niveau des prix, parce que les prix, en haute saison surtout, sont élevés. Voilà, Moscou est l'aller direct non seulement avec Paris et Marseille, mais aussi avec Nice et avec Lyon. Voilà, Saint-Pétersbourg n'a pas de ça, et donc il faut toujours voir quelle est la ville d'arrivée, quelle est la ville de départ. Voilà, mais je pense que vous connaissez bien ce sujet. Alors, une autre question fréquente, l'hiver ou l'été. Voilà, souvent, les agences ont des doutes si en hiver on peut venir en Russie, surtout en famille, surtout avec des enfants, parce qu'il fait trop froid. En Sibérie ou en Yakoutie, il fait vraiment trop froid. Là, à Moscou, il fait +4. Et bon, l'hiver est un peu atypique, c'est un peu trop doux, mais c'est rare qu'on a des froids terribles. Au contraire, on est dans la zone européenne et voilà, aujourd'hui, on est confortable durant toute l'année en fait. Et nous, on fait les programmes durant toute l'année. Il y a les avantages dans les programmes d'été
non seulement parce que c'est chaud et c'est doux, mais c'est aussi, par exemple, en hiver, parce qu'il y a moins de monde, où les prix d'hôtel sont plus disponibles, etc. Donc, comme il y a les vacances, et c'est ça, c'est au moment de vacances que les familles viennent. Par exemple, en février, on va en avoir, vacances de Pâques en avril, en mai aussi. Donc, à tout moment, les gens peuvent venir et on n'a jamais eu des problèmes avec le froid, excepté peut-être quelques fois où c'était peut-être un peu plus froid que d'habitude. Mais voilà, ça pose pas de problème. Euh, alors, je passe au slide suivant. Revenant juste au slide précédent, juste une petite remarque. Les programmes sont en plus très différents. En Russie, vous pouvez venir 2 fois, et nous avons des exemples. Les gens viennent en été et 2 ans après, ils viennent en hiver. C'est comme si ils sont jamais venus. C'est comme s'ils sont venus dans une nouvelle destination. Tellement c'est différent en termes d'activité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour réussir en séjour en famille en Russie, notamment Moscou et Saint-Pétersbourg? Voilà, c'est les distances. Et c'est ça qui est souvent sous-estimé par les voyageurs. Ils pensent que c'est comme à Paris, par exemple, ou comme dans une petite ville avec européenne typique. Or, c'est pas du tout le cas. Nous avons des grands espaces. Souvent, vous pouvez être dans un hôtel au centre-ville, mais mettre 30 minutes de marche jusqu'à la station la plus proche du métro. Et c'est absolument classique, notamment à Saint-Pétersbourg, mais à Moscou aussi. Voilà, vous êtes à 25 minutes du Kremlin et 25 minutes de la station la plus proche du métro. Donc, pour les familles qui sous-estiment ça, par exemple, nous avons souvent les programmes déjà préétablis et les hôtels déjà loués, réservés. Les gens descendent et nous comprenons très bien que ce n'était pas pensé. Et par exemple, ils veulent visiter tout à pied, etc. Ça, c'est pas faisable et je vous en parlerai. D'autre part, on a, comme plusieurs mégapoles, on a un problème de trafic et avoir une voiture, ce n'est pas toujours une solution à tous les problèmes d'accessibilité. Au contraire, il y a des moments où on évite de prendre les voitures. Donc, c'est pour un bon séjour en famille, on combine tous les moyens de transport, mais c'est pas l'histoire. Si vous êtes en famille, il faut toujours être véhiculé ou toujours prendre le métro. Non, c'est bien les deux. C'est bien les deux. Alors, et là, les 2 photos que vous voyez, voilà, c'est photo typique d'un hôtel pour aller jusqu'à, par exemple, forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg ou cathédrale Saint-Isaac qui se trouve sur une autre rive de là où se trouve notre voyageur. Voilà, c'est facilement 30-40 minutes de marche à pied. Si c'est avec des enfants, alors c'est pas une distance à faire parce que l'enfant sera tellement épuisé à la fin qu'il n'y aura plus de visite. Donc, c'est à prendre en compte, bien sûr. Petite carte de métro, c'est juste pour vous dire que les métros, et surtout à Saint-Pétersbourg, mais en partie à Moscou, c'est plus proche en termes des distances à RER à Paris. C'est-à-dire, c'est pas à chaque 300 mètres qu'on a une station du métro. Voilà, par exemple, je vous montre qu'il n'y a que deux stations du métro de la ligne verte à Saint-Pétersbourg qui font le centre-ville où on cherche les hébergements. Tous les restes, ce n'est pas à envisager, presque. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver facilement trop loin du métro. Alors, composant du succès, j'ai intitulé comme ça. Alors, hébergement, bien sûr, très important, l'hébergement. D'ailleurs, d'abord, choisir le bon quartier. Voilà, j'ai mis les bonnes zones, mais en fait, on fait plus de zoom sur type de quartier parce que pas forcément il faut être à côté de l'Ermitage ou à côté du Kremlin. Pour les familles, plus important, c'est aussi les rues. Est-ce que c'est au calme? Est-ce qu'il y a des magasins? D'ailleurs, les infrastructures à Moscou et à Saint-Pétersbourg, c'est que les magasins sont pratiquement tous 24 heures sur 24. C'est très important.
Voilà. Je vais répondre à des questions que je vois apparaître. Merci beaucoup. Vous pouvez les écrire ici et après je répondrai. Merci Sophie, j'ai bien vu votre question. Alors, quel type d'hébergement à choisir? Alors ici, c'est une grande question. Voilà, vous avez deux photos ici. Bon, l'hôtel classique, j'en parle pas, c'est évident. Il y a les gens qui veulent les hôtels classiques, il y a d'autres qui cherchent des alternatives. Mais nous, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, on a quelques hôtels qu'on appelle appart-hôtels. Vous connaissez ce type d'hôtel. Chez nous, ça vient de commencer. C'est récent. On n'en a pas beaucoup. Et par contre, c'est des hôtels avec une petite cuisine équipée. S'il y a une famille avec des petits-enfants, c'est vraiment la clé de la réussite. Nous avons eu de très, très bonnes expériences et remerciements des parents qui nous ont remerciés d'avoir prévu ça, d'avoir pensé à ça et d'avoir proposé ça. Parce qu'ils avaient dans la tête, voilà, un hôtel, on prend 2, 3 chambres, c'est tout. Mais voilà, prendre une chambre où on a un hôtel où on a je sais pas comment le dire en français, un room avec un salon, avec un sofa pour les enfants par exemple, et une chambre pour les parents et une petite cuisine, et tout ça dans un hôtel 4 étoiles, centre-ville, c'est vraiment très pratique. Et sur ces deux photos, en fait, vous voyez en haut, c'est un appart-hôtel, mais en bas, c'est un appartement qu'on a aussi. On a les deux, on a loué. Ça se ressemble tellement, on peut dire, on a maintenant un vrai marché des bons appartements à louer parce qu'il y a 10 ans, le marché n'était pas bon et on ne pouvait pas recommander de louer les appartements. Maintenant, c'est commencé. C'est pas toujours moins cher que l'hôtel, bizarrement. Donc, appart-hôtel reste dans les priorités, mais il faut toujours regarder la période et les prix. Donc, un autre avis, c'est voilà, appart-hôtel ou appartement à envisager, sans insister évidemment. Donc, on passe au slide suivant. Quelle chambre? Bah voilà, les chambres, je viens d'en parler, en fait, ça se répète. Voilà, ce sont des exemples. Vous voyez, par exemple, une chambre avec un lit surposé pour un enfant, ou une autre variante, ça c'est un salon où les enfants dorment, et derrière, il y a une chambre pour les parents. Voilà, je viens d'en parler, donc je ne me répète pas. Alors, autre composant du succès, c'est les repas. Chez nous, en Russie, c'est organisé différemment de ce qui existe en France. Et souvent, quand nous recevons les programmes déjà établis, on a certaines difficultés à les faire, notamment quand il s'agit de point C, pension complète. Alors, malheureusement, chez nous, la pension complète, ce n'est pas toujours la plus pratique. Or, les professionnels en Europe vendent souvent à des familles les voyages en pension complète. La pension complète en Russie marche très bien pour les groupes, mais pour des familles, ce n'est pas toujours le cas. Au contraire, les restaurants et les cafés nous obligent à avoir beaucoup de logistique à gérer à ce sujet. Il s'agit de mettre des acomptes prépayés, venir souvent physiquement là-bas sur place pour payer en liquide, faire des comptes très différents et très compliqués à la fin du repas pour savoir qu'est-ce que finalement avait été choisi. Très difficile de préétablir un menu, ce n'est pas flexible, etc. Donc vraiment, à notre avis, la pension complète, même si ça a l'air d'être très pratique pour les familles, qu'ils perdent pas le temps, ce n'est pas toujours la bonne option pour la Russie. Nous conseillons toujours de prendre, bien sûr, un petit déjeuner inclus, et ça, c'est simple. Après, pour dîner, pourquoi pas, hein, parce que le soir, la famille, plus souvent, rentre à l'hôtel et ne continue pas les balades jusqu'à la nuit. Donc, le dîner à prévoir à l'hôtel, toujours possible, donc ce que j'ai appelé demi-pension. Par contre, pension complète, avec un restaurant prépayé et pré-réservé et le menu préétabli durant la journée des visites, ça, on propose d'éviter parce que c'est une logistique compliquée. On doit être dans le quartier qu'on visite. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais finalement, on répercute tous ces coûts à nos voyageurs et finalement, ça leur devient pas très intéressant. Et parce que le budget est gonflé.
Donc, ce n'est pas toujours l'option la plus économique. Si le voyageur n'a pas de contraintes budgétaires, alors effectivement, on peut tout faire. Mais dans la plupart des cas, voilà, c'est moins souple. Par contre, pour les déjeuners, nous n'avons pas beaucoup de problèmes de réservation des tables. C'est pas comme à Paris où à midi ou à 13 heures, tout est pris et il n'y a plus de table si on n'a pas pensé en amont. À Moscou, à Saint-Pétersbourg, vous trouvez facilement les endroits et on s'en occupe. Voilà, réservation des tables, ça pose pas de problème. Ce qui pose le problème, c'est de prévoir et prépayer le repas. Voilà, je passe à l'étape suivante. Alors, slide suivant, transport. Voilà. Quel transport à choisir? J'ai abordé tout à l'heure. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut pour les visites combiner la voiture et les transports en commun. Et ça ne peut marcher que ensemble parce que des fois, une petite distance à Moscou peut vous prendre 40 minutes en voiture et 3 minutes en métro et vice-versa. Donc, dans nos programmes, tout est pensé et le problème des programmes préétablis qu'on reçoit souvent, c'est que les gens pensent que voilà, ben on se déplace facilement. Non, on se déplace pas facilement chez nous. Je dis pas que c'est une catastrophe, mais c'est vraiment à penser parce que quand on a des enfants fatigués et par exemple les mères disent basta, on s'arrête ici, on continue plus les visites d'aujourd'hui, c'est un peu dommage, mais c'est des cas qu'on a eu, on a presque eu parce que ce n'était pas bien pensé. Donc bon hôtel bien placé et bon équilibre entre les voitures et les transports en commun. Location voiture. Souvent, les parents de nos voyageurs, voilà, les familles, les pères, par exemple, veulent louer une voiture et se déplacer facilement à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Nous, on provient que ce n'est pas si facile. La culture sur les routes, elle est un peu différente de ce qui se pratique en Europe et on tient à prévenir que ce n'est pas toujours une solution, surtout avec les bouchons et les trafics compliqués aussi. Voilà. Et il faut, pour les enfants, il faut toujours avoir un siège bébé pour jusqu'à 12 ans. Voilà, ça c'est un point important. Sinon, là, on peut avoir des problèmes avec la police qui s'arrête, qui contrôle et qui voit les enfants qui sont pas dans les sièges bébés. Alors, une autre question. Comment se déplacer entre Moscou et Saint-Pétersbourg? Et ça, c'est une piège régulière des agences de voyage et même des voyageurs qui viennent chez nous en disant on a tout réservé, donnez-nous juste, je sais pas, des guides. Alors, comment se déplacer entre Moscou et Saint-Pétersbourg? On a l'avion, on a train de nuit, on a train de jour. Voilà, train de nuit, c'est à peu près, j'ai écrit ici, 8 ou 10 heures de trajet. Il y a les cabines à 4 ou à 2 ou à un passager. Et on a beaucoup de trains, presque 15 trains chaque soirée, nuit qui part vers Saint-Pétersbourg ou vers Moscou. Alors, ici, la question principale, c'est de comprendre si la famille veut le faire. En fait, probablement, si c'est une famille à 4 et qui prennent une cabine à 4, ça peut être même une bonne expérience parce que le train russe, le train de nuit, c'est un peu un voyage à la russe. C'est un peu une façon, même une immersion parce que il y a les paysages qui passent. Par la fenêtre, il y a la nuit qu'on passe dans le train, il y a, je sais pas, il y a le thé qu'on prend. Voilà, ça peut être une expérience. Voilà. Par contre, si c'est une famille à 3, on risque d'avoir un voisin inconnu, donc pas forcément en prendre. Voilà. La façon plus pratique, à notre avis, c'est les trains rapides, les TGV. Ça se ressemble, ça c'est une expérience purement européenne. Nous avons ces trains depuis à peu près 10 ans, je pense, un peu plus. Voilà, en 4 heures, on part du centre-ville de Moscou, on arrive de centre-ville à Saint-Pétersbourg ou vice-versa. Plusieurs trains par jour, donc très pratique. Et on conseille ça si on parle de quelle est la façon la plus pratique. Alors, la piège la plus régulière, c'est que les gens viennent et ils nous disent, on a déjà les billets d'avion de Moscou à Saint-Pétersbourg.
les billets d'avion. Alors, ça veut dire il faut sortir de la ville jusqu'à l'aéroport, c'est 2 heures de route parfois. Après 2 heures d'attente pour contrôle sécurité et prendre l'avion. Après, ils arrivent 40 minutes après dans l'autre ville, mais il faut à nouveau passer tous les contrôles, sortir dans la ville, mais pas dans la ville, mais dans l'aéroport et aller vers le centre-ville. Finalement, c'est un voyage qui fait 7 heures facilement, au lieu de faire 4 heures en train de centre-ville à centre-ville. Donc, vraiment, les avions Moscou-Saint-Pétersbourg, ce n'est pas le moyen à choisir et c'est vraiment souvent une erreur vraiment classique. Alors, il faut que j'avance. Le programme, réussir le programme. OK, bon, vous connaissez sans doute que le contenu, c'est primordial. Et pour nous, la clé du succès, c'est faire une belle diversité. Parce que quand on reçoit un programme pour une famille qui doit visiter 4 musées par jour, faire Kremlin, Palais des Armures et Galerie Tretiakov, en nous disant c'est absolument normal, non. Avec des enfants, ça ne marchera pas. Voilà. Et vous le connaissez, je pense, mais je dois le dire. Alors, bon guide. Nous avons une équipe des guides francophones et là, c'est aussi une clé du succès. On n'a pas énormément de guides qui savent parler à toutes les générations et tous les membres de la famille et être intéressant à tout le monde, sans jouer que pour les enfants et sans s'adresser que des adultes. Donc, il faut savoir être en dialogue avec tout le monde, avec toute la famille. Donc, on a quelques guides qui sont vraiment spécialisés en ça, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et donc, nous estimons que voilà, ça c'est quand même, c'est de la personnalité de guide que ça dépend vraiment, cette réussite. Après, pour le programme, nous conseillons pardon, ici, c'est les images ont sauté un petit peu. Nous conseillons de combiner les visites culturelles qui sont intéressantes plutôt à des parents avec les différentes activités qui sont intéressantes pour tout le monde. Et je ne dis pas que c'est que pour les enfants, mais je vous donnerai quelques exemples où c'est plutôt famille. Voilà. Et les parents passent ce temps-là aussi avec plaisir. On ne peut pas admirer les tableaux de l'Ermitage pendant 8 heures quand même. Voilà, on fait 3 heures de ça, on fait un déjeuner, une pause déjeuner ou une balade. Et qu'est-ce qu'il y a? Quelques exemples. Masterclass de la cuisine russe. Ça, c'est un grand hit chez nous. Voilà, il y a les enfants et les parents qui cuisinent les plats traditionnels russes. Voilà, ça dure 2 heures, même moins, ça dépend. Tout le monde est passionné, tout le monde prépare. Et à la fin, on le mange. Et voilà, un grand festin de ses propres plats. Il y a quelques verres de vodka à affronter pour les parents, évidemment, mais ça marche toujours très bien. Et c'est une très bonne activité parce que c'est aussi c'est aussi une immersion, quelque sorte, dans la vie quotidienne, parce qu'on est dans une cuisine, voilà, et on le fait. Alors, atelier des poupées russes, ça c'est plutôt pour les enfants de 5-8 ans. Voilà, apprendre qu'est-ce que c'est ce souvenir le plus connu russe et faire cette peinture traditionnelle et aussi garder ça comme souvenir. Ça, c'est toujours très bien. Alors, balade sur les canaux. Là, je vais m'accélérer un petit peu parce que je veux laisser le temps pour vos questions, mais il va juste parler de quelques exemples. Moscou, c'est une ville non seulement des musées, mais aussi des parcs. Et voilà, et par exemple, faire une partie de la journée après une visite, on va dire, culturelle dans les parcs, c'est très bien. Voilà, j'ai mis quelques photos de nos parcs qui sont très bien aménagés. Parc médiéval, parc de l'époque soviétique, parc contemporain, ça marche. Exemple, parc VDNK, qui est au début un parc soviétique. C'est un espace avec de l'architecture intéressante, donc on y fait une visite thématique sur la Russie de l'époque soviétique, mais en même temps, il y a un musée de l'astronautique, vous voyez la photo. Ça, c'est la conquête de l'espace. C'est toujours intéressant et une exposition permanente, intéressante pour toute la famille. Il y a une ferme urbaine là-bas. Il y a une grande maquette de Moscou, c'est gratuit en plus. Il y a la location de vélos à la fin, par exemple, à faire, aquarium et d'autres activités. Mais voilà,
un exemple d'un endroit qu'on conseille à prévoir afin que le programme soit varié et que les enfants ne se fatiguent pas par les visites culturelles, ce qui est souvent le cas. En hiver, on a d'autres activités. Voilà, j'ai mis troïka russe ou traîneau à chien. Et bien sûr, c'est souvent sollicité. Patinoire, la luge, jouer aux boules de neige, faire du ski dans nos parcs. Voilà, et tout est loué sur place. On a des bonnes infrastructures. Donc ça, c'est des expériences à faire, à notre avis. Et c'est ça qui rend le voyage en famille vraiment convivial. Après, notre avis, c'est que les chiens en traîneau et les troïkas russes, c'est un peu touristique. Et voilà, on conseille pas tellement ça. Et ça fait un peu la peine aux animaux, mais bon, on a aussi ce type de demande. Alors, je m'approche à prévoir dans le programme en famille. Juste quelques exemples aussi, des choses qui sont souvent zappées, qui sont pas prévues. Cirque Nicoline à Moscou, merveilleux cirque, c'est adressé à tout le monde, c'est pas que pour les enfants, et on a toujours des beaux retours. Or, les familles arrivent et disent on veut le lac de Cygne à Bolchoï. Évidemment, ça c'est les parents qui veulent, mais les enfants s'ennuient. Et Cirque Nicoline, toujours très bien à inclure. Grande maquette de Russie à Saint-Pétersbourg, une vraie maquette énorme et c'est intéressant à tout le monde. Colonnade Saint-Isaac à 360 degrés où on observe toute la ville. Voilà, ce type de choses qui est à faire. Croisière sur la Moscova qui fait toute l'année. On a même en hiver maintenant, même quand il y a de la glace, on fait cette croisière. C'est touristique, mais ça reste de qualité cette croisière. Et les familles nous remercient toujours quand on le conseille à inclure dans le programme. Qu'est-ce que escapade nature? Voilà, ça, si surtout il s'agit des vacances d'école de 2 semaines, c'est toujours très bien à prévoir. Escapade nature, par exemple, de Saint-Pétersbourg, j'ai mis un exemple, on a loué l'année dernière 7 maisons pour une famille de 6 personnes, 4 enfants et les parents, 1 heure de route de Saint-Pétersbourg, à bord de Golfe de Finlande, pour y aller chaque jour, dans un forêt avec une sauna russe. Je crois que c'était pour eux une expérience inoubliable et ils ont pu combiner voilà, des visites culturelles à Saint-Pétersbourg avec ses beaux palais, ses merveilleux musées, avec ensuite cette escapade nature de quelques jours. Et c'était parfait d'après les retours. Ou une autre escapade vers le lac Ladoga. Ici, j'explique que vous verrez dans cette présentation que vous gardez, qu'il est possible de partir et combiner le récit sur la route de vie, qui est une route historique, avec les plaisirs nature, soupe russe au poisson qui s'appelle ouha, etc. Donc, c'est vraiment les choses à faire. Une autre dernière escapade que j'ai mis comme un exemple, l'escapade nature à Peterhof. Voilà, une résidence d'été, Versailles russe surnommée. Mais pourquoi on y va avec les enfants? D'abord, on peut prendre un hydroglisseur et faire 1 heure par la voie maritime. Ensuite, c'est un beau palais, beau parc, etc. Donc là, le guide raconte évidemment les choses. Et après, il y a toute ce qu'on appelle les fontaines jeux et fontaines surprises, et où là, les enfants s'amusent parce que ils peuvent s'asseoir sur un banc qui commence à jeter de l'eau ou autre chose. Et voilà, et ça marche comme ça. Et on a toujours des gens qui apprécient beaucoup ce type de visite. Voilà, il faut que je finisse. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Voilà, que je fais un petit récap, un petit résumé de quelques pièges réguliers à éviter. Si vous voulez, toute ma présentation, c'était une sorte de question-réponse que je me suis posée par moi-même, mais c'est de notre expérience avec les agences étrangères. Et en fait, c'est un peu la peine de chaque jour parce qu'on reçoit ces programmes régulièrement, on est obligé de les faire et souvent on trouve à peine une solution à ça. Alors, pas d'avion entre les deux villes, pensez au transport et au déplacement, bon contenu du programme équilibré,
des musées, mais d'autres activités. Hébergement, souvent une vraie catastrophe. Donc, au moins, conseiller avec nous, on va toujours proposer quelque chose qu'on connaît. Et les repas. Ne pas se piéger avec les pensions complètes parce que c'est souvent un problème. Alors, allez-y avec vos questions. Je répondrai avec plaisir. Alors, population parle quelle langue? Russe et un petit peu l'anglais, mais pas beaucoup. Et bon, à Moscou un peu plus, mais en gros, l'accompagnateur, il est souvent pratique. Voilà, à des familles. Hein. Il y a une barrière de la langue, surtout que pas tous les voyageurs français qui parlent bien anglais, donc voilà. Mais plus ou moins dans les cafés et dans les magasins, ça marche. Alors, budget moyen consacré, quel est le budget moyen consacré aux activités par les familles? Ça dépend d'activités. Il y a des activités qui ne coûtent pas grand-chose, comme dans le parc VDNK, avec plein d'activités, même gratuites, comme la maquette de Moscou. Voilà, mais ensuite, par exemple, masterclass de la cuisine russe qui inclut le chef cuisinier, les ingrédients, la location de la cuisine, voilà, voilà, on fait tout pour tout préparer. Je pense que ça s'élève à peu près à 35-45 euros par personne. C'est pour donner l'idée. Quels sont les tarifs des hébergements et repas? Est-ce que c'est le même budget qu'en France ou plus cher? C'est plus bas qu'en France. Ça, je vous rassure. Le repas standard par personne à Moscou, dans le centre-ville et dans un lieu, je dirais, typique. Pas un restaurant touristique type Café Pouchkine. Ça s'élève à 15-20 euros, un moyen par personne, tout en sachant que pour les enfants, c'est même un peu moins. Voilà, hébergement, ça dépend. On peut vraiment économiser si on prend l'hébergement comme appart-hôtel, parce que en fait, c'est deux chambres combinées. Sinon, les hôtels chez nous sont moins chers qu'en France, mais c'est aussi, ils sont un peu plus simples qu'en France. Ça, il faut le savoir aussi quand même. Donc, nos 4 étoiles, c'est plutôt 3 étoiles en France, mais ici, on a notre expertise et bien sûr, on vous explique quelles sont les vraies 4 étoiles, comme en France, et quelles sont les variantes plus simples. Voilà, mais en termes de budget, c'est moins cher, ça c'est sans doute. Vos autres questions? Visa, oui, question intéressante. Alors, une grande nouveauté de la dernière année, c'est que maintenant, pour aller à Saint-Pétersbourg, pour une durée de moins de 8 jours, on n'a plus besoin d'un visa classique, c'est-à-dire plus aller au consulat pour obtenir le visa dans le passeport, après le deuxième fois pour récupérer le passeport, etc. On a le visa électronique, c'est-à-dire il suffit de remplir le formulaire en ligne à la distance sur le site du consulat russe et c'est fait. Visa électronique. Par contre, pour aller à Moscou, il faut un visa classique ou pour faire Moscou plus Saint-Pétersbourg, il faut un visa classique. Donc, c'est que la zone de Saint-Pétersbourg qui est maintenant annoncée sans visa pour les courts séjours. Voilà, mais en gros, on a des solutions, on aide avec les visas et on n'a eu jamais un refus de visa depuis plusieurs années qu'on le fait. Alors, je regarde d'autres questions. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Je suis ouvert à répondre. C'est tout pour Juliette. Merci Juliette. Je voulais de toute façon vous remercier tous de votre attention. C'est dommage qu'on ne peut pas dialoguer comme ça, mais si quelqu'un de vous a fait la Russie ou a des demandes sur la Russie ou pense à se lancer, écrivez-nous, c'est toujours intéressant. Ça, c'est pas forcément les familles. En fait, les familles, je ne les ai pris que comme un exemple. Évidemment, on peut faire les couples, on peut faire les groupes thématiques, etc. C'était juste pour parler d'un sujet concret parce que je pense que c'est à travers de ça qu'on voit le potentiel d'une destination. Voilà. Alors.
Oui, retrouver Dimitri. Bah, merci à vous de votre attention. Qu'est-ce qu'on a? Je vois quelques personnes en ligne que je connais personnellement et je les tiens à remercier d'être venus m'écouter. Euh, hmm, oui, bon, je vous salue tous et à ceux que je connais pas personnellement, j'aimerais bien faire connaissance au moment donné. Les portes sont toujours ouvertes et venez, réussi. Donc merci à vous. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc merci aux participants d'être là, d'avoir pris sur votre temps de travail et merci à Dimitri pour euh, pour ce beau webinaire et cette belle présentation. Donc voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir l'adresse mail de Dimitri, il est sur la plateforme Together. Donc voilà. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.